amis, bienvenue sur i24 News. Allez, on est parti pour un quart d'heure de belles aventures, de belles images de sport. C'est pour vous et c'est dans cette émission. Il ne reste plus que 8 mois jusqu'au lancement de la Coupe du Monde. Le Brésil est dans une impasse, retard sur la construction des stades, manifestations et brutalité de la police sont à la carte. Nadal reprend la première place au classement ATP malgré sa défaite en finale à Pékin face à son grand rival Djokovic. Ces deux grands champions nous en parlent. Le tour du monde de la NBA continue. À Manchester, Kevin Durant a été spectaculaire et les spectateurs britanniques sont ravis, y compris Rio Ferdinand qui s'est régalé. Une conférence de presse en Bulgarie au goût amer. Les supporters de l'Avski Sofia ne veulent pas de leur nouvel entraîneur et ils leur font bien savoir. Et je vous propose d'ouvrir cette édition par les déboires du Brésil face au compte à rebours jusqu'à la Coupe du Monde. C'est l'été prochain, je vous le rappelle, en 2014. La FIFA a ordonné que les infrastructures soient prêtes avant le 31 décembre de cette année. Alors il semble que dernièrement, aucun événement sportif mondial n'ait échappé à une controverse. Pour les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi, il y a eu des manifestations contre la loi homophobe. Au Qatar, où la Coupe du Monde 2022 est organisée, les accusations d'esclavagisme moderne. Enfin, au Brésil, pays qui accueille non seulement la Coupe du Monde, mais aussi les JO en 2016, il y a beaucoup d'interrogations concernant le retard de chantier de construction. Alors, par ailleurs, il y a une grogne sociale contre les investissements démesurés du gouvernement pour accueillir ces compétitions. Je vous propose aussi de faire un point avec Ori Barm. Il ne reste que 8 mois avant l'ouverture de la Coupe du Monde au Brésil. Le secrétaire général de la FIFA, Jérôme Valk, visite les stades qui accueilleront l'événement. Nous venons d'arriver au Brésil et la première ville que nous visitons est Porto Alegre. Nous y étions il y a 1 an et beaucoup de progrès ont été faits. Les travaux ont bien avancé, nous n'avons pas d'inquiétude concernant le stade. Nous sommes dans la dernière phase, ils peaufinent les détails. Accompagné des anciennes stars du ballon rond, Ronaldo et Bebeto, Valk fait le tour du pays pour inspecter les stades les uns après les autres. La FIFA ayant ordonné aux autorités brésiliennes de finir les travaux avant le 31 décembre 2013. Il y a encore beaucoup de travail. Si vous regardez les 3 stades que nous avons visités, Sao Paulo est bien avancé. Il y a encore du travail pour Manaus, mais cela avance également. Par contre, il y a encore beaucoup à faire à Curitiba. Manaus is on its way. There is work. Curitiba definitely has a lot of work to do. Il y a encore 2 mois, la FIFA était optimiste sur l'avancement des travaux, mais depuis, de nombreux obstacles se sont dressés sur le chemin de la Coupe du Monde. Le ministre du Travail brésilien a suspendu le chantier de Curitiba, en cause des conditions de sécurité alarmantes pour les ouvriers. Un rapport commandé par le ministère a mis en lumière les nombreux risques d'accidents sur le chantier. Le Brésil sera-t-il prêt pour sa Coupe du Monde? Les représentants de la FIFA ne sont plus aussi optimistes. Eh bien, heureusement que le mondial n'est que dans 8 mois. À ce moment, nous ne nous poserons plus la question. Nous avons été très clairs depuis que nous avons commencé à vendre les tickets pour les matchs le 19 août. Les 12 villes que nous avons sélectionnées pour accueillir les matchs seront sur la liste finale. En aucun cas, nous ne retirerons une ville de la liste. Organization in Brazil. There is no way that one city will be off the list from now. Cependant, même si les stades sont terminés à temps, il y a d'autres problèmes à régler pour les autorités brésiliennes. Les favelas, les bidonvilles brésiliens, doivent être évacués avant le début de la compétition. Les résidents des quartiers remis en question dénoncent la brutalité policière, surtout celle de l'unité de police pacificatrice, l'UPP, un groupe d'intervention chargé de lutter contre le trafic d'armes et de drogue. Comme pour beaucoup de favelas, personne ici n'a besoin de l'UPP. Ils ne nous représentent pas, ils ne garantissent pas notre sécurité, nous ne voulons pas de cessez-le-feu, nous ne voulons pas être contrôlés. Nous voulons pouvoir nous déplacer librement comme nous l'avons toujours fait. Pour moi, tout cela n'est qu'une façade. Si quelqu'un ici applaudit ces mesures ou dit qu'il est en faveur de l'UPP, ce n'est qu'un mensonge. Encore plus problématique, la grogne sociale que subit le Brésil depuis quelques années. L'allocation du budget national est, selon la classe moyenne, trop orientée vers la Coupe du Monde, au détriment du bien-être des citoyens. Cet été, lors de la Coupe des Confédérations, les rues de Rio ont été envahies par ses habitants. Non pour fêter la victoire de leur sélection nationale, mais bien pour protester contre le gouvernement. Lors de la visite d'inspection de Jérôme Valk, les habitants de Cuiabá se sont déplacés au stade pour protester bruyamment. Certainement pas la dernière démonstration de mécontentement alors qu'il reste près de 8 mois avant le coup d'envoi officiel de la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui, nous l'espérons, malgré ce contexte difficile, sera une fête dans ce pays où le football est roi. La Coupe du Monde au Brésil, un événement que l'on attend tous. Quel dommage qu'il soit entaché par ce genre de scandale. Et bien justement, pour en parler,
Nous avons joint par téléphone Paolo César. Paolo, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour. Quel plaisir de te retrouver. Je suis très content de te voir. Ça me fait très plaisir de faire cette interview. Merci Paolo. Je suis très content pour toi. Merci. Alors, vous êtes un ancien joueur brésilien, vous avez notamment joué à Marseille, au grand désespoir des Parisiens à l'époque. Vous êtes un champion du monde, une vraie légende du football. On se rappelle de vous sur les terrains avec les cheveux de toutes les couleurs. Et maintenant, vous êtes à Rio. Alors, Paolo, dites-nous, est-ce que la tension est réellement palpable au sein de la population brésilienne ? On a déjà fait la Coupe des Confédérations qui s'est bien passée. Beaucoup d'argent a été dépensé pour l'organisation de cette compétition dans tout le pays. Il y a des choses qui ne marchent pas bien chez nous. La santé, la scolarité. Les gens ont quand même beaucoup profité de la venue du pape à Rio de Janeiro. La Coupe des Confédérations et la Coupe du Monde, ça coûte beaucoup d'argent. Les jeunes ne voient pas que le court terme et ils ne voient pas le futur du pays. Il y a des manifestations dans tout le pays pour améliorer les salaires, la santé et l'éducation. À part ça, il y a aussi des jeunes qui sont contre la Coupe du Monde juste pour gâcher l'événement. Parce que Paolo, on a quand même du mal à imaginer des Brésiliens manifester contre une Coupe du Monde, alors qu'on sait qu'ils sont tous football. Peut-on dire cette fois-ci que les Brésiliens sont contre la Coupe du Monde? Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un boycott des stades? Non, ça va. Non, pas de problème. Les gens sont contents, mais ils profitent de l'événement pour revendiquer leurs droits. Les manifestations pour demander une augmentation de salaire, etc. Mais ce n'est pas pour ça que la Coupe du Monde ne marchera pas. On est très contents. J'ai visité Brasilia, je suis allé plusieurs fois au Maracanã, je suis allé à São Paulo. Aussi, je suis sûr que tout va bien se passer. Je suis sûr que tous les stades seront prêts. Alors, on a quand même vu la police intervenir, parfois très violemment, contre des manifestations. Est-ce que ça vous fait peur? Peut-il y avoir une révolution après la Coupe du Monde? Non, je ne pense pas. On a déjà vécu la dictature militaire dans les années 70-80, jusqu'en 84. On ne veut pas revivre ça. Ce n'est pas la Coupe du Monde qui pourrait provoquer ça. Je regarde tous les journaux, toutes les émissions de radio, et je n'entends pas un mot sur la possibilité d'un coup d'État par les militaires. Donc il n'y aura pas de révolution après la Coupe du Monde. Valérie, je te le dis, les militaires ont travaillé avec le gouvernement fédéral et les politiciens de toutes les villes. Je ne dis pas que mon pays c'est le plus beau du monde, mais je pense qu'on ne risque rien. Merci beaucoup Paolo, merci de votre intervention sur i24 News. C'était un plaisir de parler avec vous depuis le Brésil. Allez, on passe au tennis. Cette semaine, c'est les Masters de Shanghai, l'avant-dernier Master 1000 de la saison. Les deux grands favoris sont bien évidemment Nadal et Djokovic. L'Espagnol est le nouveau numéro 1 mondial et espère gagner un sixième Master 1000 cette année. Un record absolu dans l'histoire du tennis. Et de son côté, le Serbe espère retrouver sa première place. Et pour cela, il faut tout gagner, à commencer par ce tournoi-là. Allez, on commence tout de suite par écouter les deux champions. Yes, thank you very much for the number one. Oui, je suis à nouveau numéro 1. C'est quelque chose que je ne pensais plus pouvoir atteindre. Premier de mon sport, mais surtout une très belle saison. Je profite pleinement de cette situation. Après tout, ce n'est qu'un numéro, mais ce numéro veut dire que je joue bien en ce moment. Et c'est ça le principal. It's just a number, but it's special be back there because that means that I am playing great. C'est important pour vous d'avoir réussi à battre Nadal en finale? Oui, c'était très important de réagir après 3 défaites consécutives face à lui. Je pense en particulier à la demi-finale de Roland-Garros et la finale de l'US Open. Tous nos matchs ont été serrés, mais il a été le plus fort. J'avais besoin de cette victoire moralement aussi. Dimanche dernier, à Pékin, je pense que j'ai joué mon meilleur tennis de ces 2 derniers mois. C'était juste au bon moment. J'ai fait le plein de confiance et je veux continuer sur ma lancée. Et d'ailleurs, à Shanghai, tous les gros sont passés au second tour. Djokovic, Nadal, Federer, Tsonga, Monfils, Del Potro et Ferrer. Ils sont tous là. On les retrouvera donc tous au 3e tour.
Le basket, et on continue avec la pré-saison de NBA. 12 équipes font le tour du monde, des matchs de prestige, du très beau spectacle. Hier, les joueurs d'Oklahoma City Thunder ont été opposés aux Philadelphia Sixers à Manchester pour un match qui a tenu toutes ses promesses. Vous allez voir, et la Manchester Arena a fait sale comble. Il n'y a pas que le football qui fait vibrer les foules en Angleterre. Et justement, Rio Ferdinand, le défenseur de Manchester United, est venu assister à la rencontre. Match très prenant dès le début. Les deux équipes se tiennent en haute estime et attaquent de part et d'autre. Le score est équilibré. Deuxième quart-temps, Kevin Durant décide de faire le show, contre-attaque et quel dunk. Il a l'air déjà très affûté. Le 3 fois meilleur scoreur de NBA est prêt à conquérir le titre cette année avec les Thunders. 21 points, 12 passes décisives et 8 rebonds en 33 minutes de jeu. Et en plus de ça, il a su marquer les 3 points, tout simplement imparable. À 8 secondes de la fin, Houston prend 4 points d'avance. C'est fini, Philadelphia ne peut plus rien faire. Score final 103 à 99. Je vous propose aussi d'écouter Kevin Durant à propos de son expérience anglaise. Sans aucun doute, une formidable atmosphère. Les fans ont été incroyables. Ils méritent de voir du basket de haut niveau et même peut-être des matchs de la saison régulière. Je suis certain que cela va arriver un jour. Certaines équipes vont déjà jouer à Londres cette saison. Je suis sûr que l'expérience va être renouvelée. C'est un franc succès. J'espère que nous en ferons partie parce que ça m'a beaucoup plu. Et de l'Angleterre, on part en Bulgarie où les fans de Levski Sofia ont fait parler d'eux. Un comportement tout simplement inacceptable. Vous allez voir, présentation du nouvel entraîneur, Ivailo Petev. La conférence de presse est interrompue par un groupe d'ultras. Il demande la démission du nouveau venu. Et oui, déjà, il accuse d'être un supporter d'un autre club de la ville. Et ce qui suit est absolument terrifiant. Les hooligans donc rentrent dans la salle de presse sans être invités, évidemment. Ils le prennent à partie et ils vont lui enlever le maillot du club avant de le chasser. Petev va donc partir torse nu, la peur au ventre. Une aventure, vous vous en doutez, humiliante. En réponse à cet événement, le président du Levski Sofia a démissionné. Le football, c'est tout sauf ça, messieurs, vous n'avez rien à faire dans un stade de football. Avec les prix du pétrole qui continuent à augmenter et la menace croissante du réchauffement climatique, les constructeurs automobiles et les autres ingénieurs dans le monde entier tentent de trouver des solutions. Eh bien, des étudiants au Chili semblent être en route vers le succès. Le pays a récemment organisé un concours intitulé Challenge Zero dans lequel des voitures électriques se sont affrontées afin de définir comment développer le meilleur mode de transport vert. Regardez. Loin du circuit de Monaco ou du Paris-Dakar, les Andes chiliennes ne sont pas l'endroit rêvé pour une course de voiture. Et pourtant, Challenge Zero organise une nouvelle compétition dans laquelle des bolides uniquement électriques s'affrontent dans la course à l'innovation, celle du transport écologique. Nous voulons créer des nouvelles alternatives de transport, des véhicules électriques ou hybrides pour les personnes qui d'habitude utilisent les 2 roues en ville. Les participants, principalement des étudiants ingénieurs, doivent parcourir 6,5 km pour atteindre un village en haute altitude situé à environ 1 heure de la capitale Santiago. Chaque jour, un nouveau tracé et un nouvel environnement sont proposés aux étudiants. Prochaines étapes, la cité portuaire de Valparaíso et finalement les rues de la capitale. Ce genre d'automobile est non seulement utilisable en milieu urbain, mais aussi pour l'agriculture, l'extraction minière ou les transports en commun. Nous pouvons aussi y intégrer l'énergie solaire. Aucune voiture n'a le droit de recharger ses batteries pendant la compétition. La durée de vie est donc très importante. L'université catholique a présenté une voiture appelée Mechatronics. Une charge complète de ce bolide consomme l'équivalent de 2 litres d'essence. À performance similaire, il faudrait entre 60 et 80 litres d'essence pour une voiture normale. Les véhicules électriques montent en puissance à cause de la cherté de l'essence. Les voitures hybrides sont de plus en plus nombreuses car elles sont enfin compétitives en termes de coût. Ce n'est pas la première compétition pour une grande majorité des participants. La plupart étaient déjà présents lors de la course de l'Atacama Solar. Nous avons déjà participé à d'autres courses. Il y a beaucoup d'adrénaline. Nous pouvons appliquer nos recherches de manière très divertissante. À l'instar des Formule 1 auparavant, ce genre de compétition pourrait bien devenir un nouveau terrain de jeu grandeur nature pour le futur de l'industrie automobile.
Et avant de nous quitter, terminons avec Sébastien Vettel. Je vous le rappelle, un dimanche, le pilote allemand de Formule 1 a remporté le Grand Prix de Corée, son 3e là-bas, mais le 4e de la saison. Eh bien, Vettel est toujours en Asie. Il s'entraîne au Japon pour le prochain Grand Prix, mais entre deux entraînements, il a remplacé son bolide de l'écurie Red Bull pour un modèle de taxi futuriste que l'on trouvera bientôt dans les rues de New York. Cet engin est 100% japonais, bien sûr, il est fabriqué chez Nissan. Vettel semble très naturel au volant du taxi jaune, mais on ne recommande quand même pas aux conducteurs de taxi new-yorkais de tenter d'imiter le champion de Formule 1 sur les routes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Quel plaisir d'avoir partagé ce moment en votre compagnie. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, pour de nouvelles aventures sportives. Vous pouvez revoir ce programme sur www.i24news.tv. Restez avec nous, l'info continue. Merci de votre fidélité et de vos nombreux messages d'encouragement via Facebook. Au revoir.